Salut à tous. Aujourd'hui nous allons travailler sur le HPI Savage GT-XL, qui est donc toujours aussi grand que l'ancien, qui a toujours un joint trop petit sur la boîte de réception, qui a toujours une direction fragile, qui a toujours des tiges d'amorto et fragiles. Les triangles, on ne sait pas encore niveau plastique ce que ça va donner, c'est pour ça que j'en ai racheté un. HPI Savage Flux, que je rappelle que nous adorons ici, on en a eu plusieurs. Et quand tu te pointes sur la chaîne et que tu arrives sur la vidéo de la voiture qui t'intéresse et que tu ne comprends pas ce que tu vois, tu vas sur la playlist de la marque, donc la HPI, et tu verras que on en a eu plein, on a fait plein de trucs, on adore ça et on sait de quoi on cause. Parce que je dis ça parce qu'une fois de plus, il n'est pas coutume, on a eu la preuve que savoir écrire sans faute d'orthographe n'est pas une preuve d'intelligence. Quand tu es intelligent, tu sais communiquer, tu sais te faire comprendre. Quand tu arrives sur une chaîne et que tu fustiges tout de suite un commentaire, un deuxième, un troisième, sans réfléchir, sans être allé voir, sans poser de questions, c'est que tu es un imbécile. Et les imbéciles ici, on les éjecte. Donc j'ai supprimé un utilisateur de la chaîne, tout nouvel abonné récemment, parce que ouais, il y a des propos complètement... Enfin, je pense que soit il n'avait pas appris ses médocs, soit il est grand temps d'en prendre. Alors, venons à ce qui nous intéresse, accessibilité méca sur le HPI Savage Flux. On va foutre un diff central là-dedans. Ça n'enlève pas l'âme du HPI Savage Flux XL, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Non. Si tu roules dans le sable, les endroits glissants, ça pose pas de problème, tu peux rouler sans diff. Quand tu roules dans l'herbe, les surfaces qui accrochent et que tu te lances dans des gros sauts en 6S ou en 8S comme ce qu'on va faire là, sans diff central, tu exploses beaucoup plus vite ton diff arrière. C'est, en fait, on l'a tous testé. C'est pas pour rien qu'il existe tellement de kits de conversion avec diff central pour économiser la transmission. C'est pour ça aussi qu'à l'époque, le Sen GSTE, s'il avait été mieux représenté, la version brushless du Sen, et s'il avait sorti en 6S avec un autre étagement ou avec un autre moteur, aurait enterré le HPI parce qu'il était meilleur en tout point, il était plus solide. On avait des amortos tout aussi nuls, mais il était plus solide, il tournait mieux. Meilleure solidité de la transmission. Donc voilà. Il y a plein de choses qu'on adore sur cette machine, c'est pour ça qu'elle est là. C'est complètement bête d'arriver ici et de dire ouais, ah il m'a sorti, attention, accrochez-vous. Hein. Ouais, je suis sûr que t'es payé par Traxxas pour dire de la merde de HPI. Ce qu'il faut pas entendre. Alors, accessibilité mécanique des différentiels, comme je vous ai dit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas grave non plus, comme toujours, une fois que tu as enlevé les vis, tout sort. Nous allons donc enlever ici deux clips qui maintiennent le renfort de pare-choc. Ça c'est quelque chose aussi qui a choqué ce monsieur. Hein. Il dit non, il n'y a que 4 vis à enlever, ou 6, ou 8, ou 10. Donc là, le pare-choc se déplie ici à ce niveau-là. Alors on pourrait presque... ouais, mais c'est moche parce qu'il faudrait le plier complètement, quoique. On va essayer. Mettons-nous en situation de terrain. C'est la façon la plus rapide de sortir le diff sur HPI Savage Flux. Il faut enlever les deux vis parce qu'elles traversent ici les bulkheads qui se séparent en deux, un peu comme si on engin de compète, hein. Il y a un étage entre, en fait la partie basse ici ne viendra pas avec, on soulèvera par au-dessus. Donc tu enlèves ces deux vis là, ces deux là, et ensuite reste normalement les deux vis ici. Alors ça c'est des vis à plastique, la différence par rapport à des vis à bois, c'est qu'ils sont pas pointus. On a un gros filet, moi j'aime bien. Après évidemment comme on a un filetage épais, le moyeu si tu veux de la vis est pas forcément aussi épais que sur une autre. Ça c'est une vis en 4 mm. Après ça dépend évidemment de la ferraille qu'ils ont utilisée pour le faire. Dans le temps c'était la bonne qualité. Ensuite il faut enlever les deux axes là-haut. Et on va ouvrir pour voir s'ils ont laissé, à l'époque il y avait de la graisse, s'ils ont laissé de la graisse, s'ils ont mis de l'huile, combien ils en ont mis, etc.
tu dois enlever ces deux axes là parce que la barrette là va te gêner. Quoique non, j'aurais pu l'enlever sans, tu vois, connerie. Faut enlever les deux vis là-haut qui traversent tout avec la tourelle de suspension. Donc méfie-toi là, une fois que tu as un filetage comme ça, si tu mets des vis à pas métriques dedans à la place, ça tiendra un peu moins bien. Et hop, effectivement, on pouvait laisser en place. Le fait de le laisser en place, regarde, t'évites que ça se promène niveau cardan. Alors on va essayer, on va laisser tout ça dedans. Pour utiliser, il faut, hein, comme ça, il sera apaisé, forcément. Parce que vu que tu connais pas la chaîne et que tu es arrivé en beuglant comme un âne, tu as oublié qu'ici, souvent, on provoque un peu pour que les gens, justement, commentent. Après, on aime bien les gens intelligents qui commentent de façon intelligente. Donc, de façon à ce que tout le monde comprenne, tout le monde ait envie de lire le commentaire, et pas de façon stupide. Ouais, je sais, je tourne le couteau dans la plaie. J'adore ça. J'adore ça. Parce que si c'est déjà énervé pour ça, je te dis pas comment il va s'énerver pour le reste. Voilà, et t'arrives, tu vois, difficilement à le sortir, donc de toute façon, hop, tu vires les deux axes ici là-haut. Voilà. Ce qui te permet d'ouvrir les triangles. Les cardans, c'est dogbone, donc tu les perds pas, hein, ça se balade. Tu peux laisser planter dedans, mais tu peux les enlever. Voilà. Et t'accèdes à ton diff. Donc c'est bien le 29,9. Après, dur à dire maintenant, c'est pas. Non, on dirait pas que c'est l'acier pressé à froid. Hein. On dirait que c'est bien le machined. On a bien de la graisse lithium partout. Et de toute évidence à l'intérieur aussi. Petit joint torique ici à l'intérieur. Dans chaque noix. Ne les perdez pas. On va ouvrir le diff. Voir ce qu'il y a dedans. Ah, stop, c'est aussi cruci. J'ai mis cruci partout. C'est assez étrange, hein. À un moment on avait du... pas forcément partout du cruci, ça redevient du cruci. Ce qui m'inquiète le plus, comme dit, ce sont... Oula. Les plastiques. On va changer d'embout. On a des autres têtes là. Alors ça, c'est des vis à pas métriques. Méfiez-vous. Elles sont montées avec un peu de frein filet. Je rappelle donc qu'on avait bien précisé que la transmission du Savage Flux était exemplaire, à part ce pépin de diff arrière qui pète sur les erreurs de pilotage à l'atterrissage, parce que justement il n'y a rien qui peut l'économiser. Dedans on a effectivement de la graisse, 4 satellites en acier pressé à froid, planétaire aussi. Donc ce qui nous arrivait avec trop d'huile à l'intérieur, trop de pression, soit alors les premiers carters comme ça étaient en plastoc, hein, donc après ils sont passés à la ferraille. Là on avait des dents beaucoup plus petites aussi sur le diff, donc ça cassait beaucoup plus vite. Après ils ont renforcé là, ils ont renforcé là. Donc trop de pression ou trop de choc sur les côtés font que tu peux des fois arracher les vis là. Tu pètes le carter ou tu tournes dans le vide, t'es bon pour changer le diff. Ça a aussi déjà arrivé sur les scènes. Hein. Il n'y a pas de mystère. Une fois que quand tout est renforcé, si les efforts peuvent s'évaporer nulle part, c'est un problème. Là maintenant on a un meilleur slipper, donc c'est vrai que ça vaudrait le coup d'essayer sans le diff central, mais je sais que je vais faire des sauts avec, donc je préfère mettre un diff central, sachant que le diff central tu peux le remplir avec de l'huile, tu peux mettre de la graisse Traxxas dedans de 20 millions. Traxxas
d'andouille. Et du coup, tu es quasiment au même point que l'essieu rigide niveau comportement, sauf que justement sur les atterrissages, tu as quand même un espèce d'effet d'amortisseur qui est bien utile. L'autre chose qui est arrivée aussi, c'est que les planétaires se fondaient en deux. On s'est retrouvé avec des planétaires fondus en deux, et je pense que ça venait du fait que justement noix et cardan sont hyper solides, et qu'à un moment, sur les chocs latéraux, on pressait au fond de la noix, on tapait tout ça dedans, et on allait déglinguer tout simplement la chose. Alors je vais mettre ce diff de côté, parce que je vais mettre de l'huile dedans. Donc effectivement, tu as vu, ça va bien. Je te confirme donc. 2 vis en dessous, 2 clips et 4 vis sur le carter et 2 axes à enlever pour atteindre le diff. Hein, tu vois, ça va bien. Si tu avais attendu, ça t'aurait évité de faire un cacamo. Très bien. Parlons maintenant transmission. Alors, celui-ci n'a pas de diff central. C'est là qu'il y en a dedans. Non, il n'y en a pas. Ceci est la même boîte fabriquée par Torland qui a par contre un diff central à l'intérieur. Torland ou King Motor, on ne sait pas lequel des deux. Nous allons sortir cette boîte de réduction, c'est pas une boîte de vitesse, des vitesses sur le nitro, et nous allons comparer si on voit quelque chose niveau plastique différent, niveau forme ou moulage. Déjà là, on a un mix entre vis à laine et vis cruciforme. On a des roulements double Z, et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Pour atteindre la boîte, il faut soit ça passe à travers. Non, on est pile devant. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Quoique. Non, c'est bon. On va pouvoir y arriver par en dessous. Alors, vous savez quoi, on va enlever ça. On va pouvoir y arriver par en dessous, les mecs. Normalement. Alors, on va déjà enlever la platine Vario. Totalement mal placée, pas protégée ni rien. Ça craint. Seule chose qui empêchera de taper, tu vois, c'est ça. Et encore, ça va descendre. Au moment de taper ce Vario, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une autre poignée de protection, parce qu'il y en avait une. On a 2 vis de ce côté au milieu qu'on accède sans enlever les bas clipots. Et de ce côté, on arrive aussi. On n'est pas tout à fait droit dessus, mais on y arrive. Si, c'est bon, ça va. On va enlever les 2 autres vis qui maintiennent la transmission. Et de ce côté-là, il n'y en a plus que 2. Ah non, ils en ont mis 2 là aussi. Alors attends. Est-ce qu'on y arrive? Et non. On n'arrive pas sur les vis. On arrive sur une. On arrive sur les 2 autres. Donc ils en ont mis 4 aussi, mais décalés. Bien sûr, on pourrait se faire de la place à enlever le bac batterie. Il n'y a que 2, 4, 6, 8 vis pour enlever le bac à batterie. C'est vraiment dommage. Elle est juste là derrière. Et les chevrons ne sont pas un quinconce. Ce qui veut dire que si on voulait passer à travers le tout, on serait obligé, ma foi, de percer 2 trous dans le bac. Et c'est ce que nous allons faire. Ça changerait. Pour un petit trou de plus, ça va permettre, si on a quoi que ce soit sur le terrain, à être plus accessible. Alors, bouge pas. La vis elle est là, t'es prêt? Allez, comme ça à l'arrache, banzai.
Voilà. Et là on va s'apercevoir qu'on a fait tout ça pour rien parce que la boîte sort pas sans enlever un des deux TVP. Ça reste à voir. Très bien. Alors, maintenant on va essayer de séparer les cardans. Parce que si on peut sortir un cardan, on est bon. Si ça va pas, de toute façon, on aura fait un trou pourri, hein, parce qu'on sera obligé de sortir un TVP entier. C'est une des deux plaques, voilà, c'est bon. On a réussi un, on n'arrivera pas l'autre. On n'arrivera pas à sortir l'autre. Et même si on le fait, on sera coincé après encore. Si j'enlève la noix arrière, ça passera-t-il ou pas? Allez. N'a pas l'air motivé, hein. On va bien trouver un moyen pour éviter sur le terrain de devoir sortir toute une plaque de châssis si au cas où je crame quelque chose dans la boîte. Comme je me promène avec mes outils et mon matériel, je peux réparer sur place. Non, ça ne sert à rien, on ne sortira pas, donc de toute façon on doit séparer un des deux côtés du châssis. Je rappelle donc qu'on est toujours en situation sur le terrain. Alors vous faites attention, les deux vis qui sont aux extrémités ne sont pas dans le plastique, il y a une douille à l'intérieur avec un filetage. Comme tu as pu le voir, en plus c'est monté avec du frein filet. Ça c'est un peu le souci des TVP évidemment, en roulant on a un travail gauche-droite séparé. Donc ça arrive à prendre du mouvement. Donc pensez régulièrement à resserrer tout ça. Hop. Ensuite c'est pareil, on va avoir du mal à aller dessus. L'autre chose qui maintient le châssis ensemble, c'est au niveau de la fixation moteur. La plaque de fixation moteur, là on a des vis qui, pareil, attention, celles-là sont fixées à la loctite. Et pareil, t'es pas en face, il n'y a rien à faire. Ils veulent absolument que tu démontes le bas clipot, hein, pour arriver jusque là. Et moi je veux pas. Je veux pas. Donc, hop. C'est l'avantage, c'est le tien, tu fais ce que tu veux avec. Tout ce qu'il faut après, c'est le dire aux gens, le jour où tu le vends. On a encore une petite planque qui part là-bas. Sur scène, c'est la même chose, hein. Tu enlèves un côté. Le travail est tranquillou. Hop. Voilà, plaque de châssis. Et on va rapidement sortir. Est-ce que j'ai mis
ça y est, je la trouve plus. Ma plaque de châssis qu'on avait reçue d'un labo. Bon, je vous l'avais déjà montré, je voulais vous mettre côte à côte. Alors, chaque plaque toute seule est flex. C'est l'ensemble ensuite qui va faire que c'est plus ou moins rigide, hein, il y a du mouvement en roulant. Il existe beaucoup d'options, hein. Alza Racing, FLM, etc. Parce qu'on a tous déjà plié ces châssis, fait des accordéons avec. Donc tu vois, encore un exemple pour dire, ah ouais, l'alu c'est plus solide. On cassait à l'époque les châssis de Erevo, on cassait à l'époque les châssis de Savage. Les plus durs à bousiller c'était les Sen. Mais évidemment, on y arrivait aussi. Hein, il n'y a pas trop de mystère. Voilà, donc là tu accèdes, tu peux sortir ta boîte. Donc on aurait pu s'économiser un trou dans le bas clipot, mais pas le deuxième. Pour arriver à la vis, le cerveau sera donc monté là en bas dedans. Le récepteur là-haut, donc avec son joint qui a un gros trou d'1 centimètre dedans, donc ça sert pas à grand chose. Le diff avant, c'est comme le diff arrière, donc je ne vais pas vous le montrer exprès. On va poser tout ça de côté là. Ah, on va revenir ensuite sur un truc. Au niveau du châssis, une option aussi qui s'avère utile, c'est les portes fusées. Reste là. Arrière, en une pièce. Chez HPI, ils ont fait un truc simple, c'est qu'on a que deux sortes de cardans et deux sortes de triangles et une seule sorte de triangle supérieur. Deux sortes de triangles inférieurs donc. Chape et porte-fusée sont les mêmes aux quatre coins, tu peux les inverser, mais à l'arrière, le point faible c'est ça. À l'avant, comme on a le sauve-cerveau, quand tu prends des coups sur le côté, c'est le sauve-cerveau qui va encaisser, sauf si vraiment tu tapes les deux roues secs face à face. Hein. Ça, je vous ai expliqué, ça comprime la barre de Ackermann, là ça pète. C'est ça. Le point faible, c'est ça. Cette pièce ici que tu arrives à arracher. Donc c'est dommage, j'ai pas un vieux Savage sous la main là pour comparer un petit peu. Tu arrives à arracher ici, soit tu arraches là. Donc le fait de monter ça, élimine cette barre, c'est pratique. Et te reste donc ces pièces pour remplacer à l'avant en cas de pépin. Les amortos ils tiennent un moment, ce qui va plier c'est les tiges. Je sais pas s'ils ont changé les matériaux, à l'époque tu pliais les tiges. Comme toujours, hein, c'est aussi vite replié que ça s'est plié. Mais bon, à long terme c'est jamais l'idéal, c'est certain. Donc j'ai la direction on a lu aussi. J'ai pris, parce que j'ai chopé en orange, 2 tourelles alu. C'est pas forcément nécessaire, les tourelles d'origine tiennent un moment. Elles se plient, elles se déforment, ça peut arriver que tu les déchires. Le gros point faible de cette tourelle en plastoc, c'est cette longue vis qui traverse le tout en 3 mm. Celle-là se plie à l'intérieur, elle se plie très vite. On aura moins ce problème avec ça. Ce que moi je préférais faire, perso, quand tu as les amortos ici d'origine plastoc, tu as aussi la petite sphère à l'intérieur en plastique, donc je passais en M4. Si tu mets les big board Teflon qui sont absolument géniales, mais 150 € du 4, ça se passe bien. On a quand même quelques points faibles sur la machine qu'on connaît depuis longtemps, et ce qu'on reproche le plus donc à HPI, c'est de ne pas avoir pallié à ces trucs avec le temps. C'est bien d'avoir ressorti, mais s'il avait ressorti sans tout ça, donc, sans toutes ces tares qu'on connaît, ça aurait été quand même vachement bien. Hein, on va le sortir à un prix pour qu'il soit concurrentiel aux autres. À voir. Bon, on va ouvrir celle-ci. Donc on accède ici maintenant rapidement à la transmission primaire. Et ce que je vais voir là-dedans, c'est, on m'a confirmé que tu ne peux pas monter simplement le différentiel central du HPI 5 SC Flux, puisque HPI eux-mêmes ont fait un diff à l'intérieur, parce que ça ne correspond pas avec l'étagement d'origine. Ça par contre c'est génial, ce nouveau slipper là, on est 100% pour.
Donc tu arrives à la transmission primaire facilement, mais ça ne change rien pour arriver au reste. De toute façon, tu es obligé d'ouvrir. Ça, c'est pas pour remplir de l'huile, de la graisse. Ça peut être utilisé à cet escient. À la base, c'est parce que c'est la même boîte sur le thermique avec le passage de vitesse. Et c'est là que tu peux mettre les maslottes en face pour faire tes réglages. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir une boîte 2, il me semble, plus une marche arrière en option. Enfin, la marche arrière, je suis plus très sûr. Les spécialistes du nitro, tenez-moi au courant. Moi, j'avais déjà décroché tout ce qui est poète-poète à l'époque. Alors, on va voir si ça suffit en enlevant une seule noix. Ce qu'on aime bien aussi chez HPI, c'est le petit spline qui traverse. Pas juste un mi-plat. Pignon en acier. Les premières boîtes HPI, il y avait des gros problèmes avec ça. On explosait les dents. Et là, sur cette transmission, ils ont tout changé. Ça n'a plus rien à voir. On n'avait pas un étagement de pignon comme ça avec des dents aussi fines. On avait des gros pignons larges en acier frité, pressés à froid et qui éclataient sans arrêt. Et après, ils ont fait des améliorations, ils ont changé la ferraille. Mais là, on est définitivement différent. Maintenant, nous allons ouvrir la boîte King Motor. Alors, niveau plastique, c'est là qu'on est un peu inquiet. C'est que King Motor a toujours eu, et Erwan, des plastiques de moins bonne qualité que ce qui était d'origine chez les autres. Mais là, on aimerait savoir ce qu'il en est. Alors, point de vue du plastique, on est bien lisse partout. Là, on a une espèce de rainurage à l'intérieur. Là aussi. Donc on voit bien que c'est fabriqué dans une autre usine, tu vois. On a un moulage différent. Après, niveau plastique, t'en sais rien. Niveau dureté, ce que ça va donner. Il n'y a qu'à espérer que ça soit bon. Mais tu ne seras jamais sûr. Hop. Tu vois, c'est pas du tout fait de la même façon. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est la différence d'étagement entre les deux. Et voilà la grosse différence. C'est étant donné que le diff a la couronne déportée vers devant, par rapport à la spoule, tu vois, la spoule a la couronne au centre. On a donc en principe ce pignon là, qui est plus près ici. Tu vois, on est complètement là contre pour pouvoir entraîner ce diff central. Alors là, il n'y a que de la graisse au centre. C'est sûr, si tu roules comme ça, avec un diff comme ça, complètement détendu, ton Monster sera inroulable. C'est ce qu'on voit sur les Oba Hyper MT, sur les Sen GST, sur les Serpent MTE, etc. Si tu mets de l'huile trop fine, c'est mort. Ce que je m'interroge, c'est pourquoi King Motor a mis autant de roulements là-dedans. Parce qu'on a quasiment des roulements qui sont ici posés à l'extérieur par l'extérieur. Donc ils ne peuvent pas se barrer uniquement parce qu'elle est noire. Donc ça fait quoi? Ça empêche cet axe de bouger. Ça solidifie en fait ce système. Et là aussi on peut voir deux fabrications différentes, regarde. Enfin du moins au niveau des pièces, l'utilisation des matériaux.
Et ce que moi je m'interroge, c'est... Donc ça c'est typique de ce qu'on avait sur les anciens HPI, comme pignon. Là ils sont quand même allés méga fins, hein. Ils ont simplifié la chose au max. Alors attention maintenant. Mani, ne mélange pas. Donc, ça venait de là, avec le slipper et son axe. L'autre chose à voir aussi, tiens, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on voit. A priori, même longueur d'axe. Donc on pourra monter le slipper là-dessus au cas où. Il faudra voir par contre. C'est bizarre, hein? Non, regarde. On a un trou ici avec un axe, là, qui n'est pas du tout au même endroit sur l'autre. Quoique. Si. Donc ça, on va falloir le démonter pour être sûr. Donc on va laisser ça là. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est là où j'étais. On va enlever ça. Et on va voir de quelle façon c'est monté. Et surtout, dans ce cas-là, ce qui nous intrigue après, finalement, c'est l'étagement. Ah, raté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, les petits malins. Je pensais que c'était ici une pièce qu'on pouvait démonter et qu'on pourrait peut-être rapprocher la couronne de là, de façon à se retrouver dans cette config là. Parce que tu vois, la couronne principale est bien au même endroit, mais effectivement, regarde, ici on a du 39 et ici on a une couronne beaucoup plus grande. Donc cette boîte a une autre réduction que celle-ci. Celle-là aussi, si tu regardes, on est beaucoup plus petit là, pour arriver sur le diff. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé la grosse noix, elle pèse une blinde, hein, cette noix de thermique là. Alors, tagada soin soin. Donc là, c'est le diff qui va à la place de ça. La couronne au final à la même taille, c'est la démultiplication entre qui est différente. Donc nous on va utiliser les deux petits roulements ZZ. On va utiliser le diff qu'on avait fourni avec dans la boîte King Motor. On va mettre tout ça dans la boîte HPI. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir le diff aussi à l'intérieur. Regarde, attends, il est où l'autre carter? Voilà, regarde. Tu vois, le style de fabrication n'est pas le même. On a plus de plastique ici, il a l'air beaucoup plus épais là. Tu as plus de matière hein, sur les moulages là. Et le plastique aussi. Voilà, par contre, il n'y a pas de grosse différence. Ouais. Mais ça sort clairement pas de la même usine. C'est ce dont je voulais avoir le cul en net. Et ça me rassure. Hein, ça me rassure énormément. Alors, on va pas s'y paumer. Ça, c'est la boîte HPI. Ça, c'est la boîte King Motor. Voilà. Donc c'est pas dit maintenant si c'est pas dit qu'on arrive effectivement à mettre. On va le faire grosso merdo. Donc là, regarde sur la boîte HPI, rondelle de calage, ici non.
On va mettre 100. Et on va voir si on arrive au même endroit. Ça, c'est intéressant. Ah, là aussi, ils ont mis des rondelles de calage, regarde. Oui, Mani va se prendre le temps. Il va enclencher le cerveau. Et après, ça va aller tout seul, je pense. Hein. Mais j'aimerais juste au moins voir avec vous. Ouais. Mani, si tu fais à l'envers, tu n'arriveras à rien du tout. Alors les roulements déjà là sont différents parce que justement il n'y a pas le diff qui traverse. Voilà. Donc ça rentre bien là. Maintenant on va voir de l'autre côté. Bon, moi je vais remplacer ces roulements par des ZZ, hein, à la bonne dimension évidemment. Ah, voilà, regarde. On a ici, ça il me semble que justement c'était le petit guide pour la marche arrière là. Regarde. Ici il est coupé parce que la couronne de diff, ici il n'y a rien en chemin, regarde. Alors que là, quoi que tu fasses, tu te retrouves avec ça qui te gêne. Où est-ce qu'il est maintenant? Allô? Là, en douille. Ici, tu vois, cette pièce, regarde, elle va te gêner, tu vois. Tu as la couronne qui tape dessus. Donc c'est là que ça coince. Donc c'est modifiable, mais je vais mettre la boîte complète du Tourland dedans. Avec, par contre, le slipper. Donc ce qu'on va vérifier ensemble, c'est si le slipper peut s'adapter facilement sur l'axe de l'autre boîte ici. Ouais, je laisse tout en vrac, c'est pas un problème. Si t'es pas sûr pour toi, hein, tu te mets tout à côté. Déjà, ce qui est pas cool, c'est que le filetage est relativement court. Vous avez vu, le nil stop n'est pas en contact sur le bout du filet, ça c'est pas bon. Après, je vais te dire que là, ils ont fait un peu tarabiscoté. Tu as ici un petit nil stop, pas un nil stop, un petit BTR qui empêche l'axe de devant de sortir. Axe qui sort pas facilement. Et regarde maintenant, c'est exactement ce cas-là, tu vois. Parce qu'il y a toujours un peu de loctite qui colle dessus du BTR. Tu vois. Il faut le sortir de là. Mais tu n'as pas moyen de presser proprement dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Résultat, tu galères à le sortir de là. Une fois que tu l'as sorti de là, seulement tu peux tout démonter. Donc là, il va vraiment dur.
Alors là, il faudrait chauffer pour craquer la loctite, mais si je chauffe, moi derrière ici, j'ai un patin en papier. Donc lui, il va pas aimer du tout. Il faut donc que j'arrive d'une moyen ou d'un autre à sortir cet axe. Donc on va gratter un max de loctite. Voilà, et après, il faut que je prenne quelque chose. Voilà. Tu fais gaffe, il y a un sens. Il y a deux ergots là. Il y a un plateau de pression qui a deux trous pour mettre sur les ergots. Parce qu'il ne faut pas qu'il tourne sur la partie alu. Tu as donc double patin de slipper. De l'autre côté, tu as la même chose. Et le tout sur l'axe ici. Alors maintenant, on va prendre l'axe Rowan. Et oui, ça devrait le faire. Le plateau. Te fais pas voir, il y a un sens. Il y a une profondeur et là il est plat. Le deuxième. Alors tu peux le coller avec un petit peu de graisse ou même un petit peu de colle, ça fera pas de mal, hein, parce que de toute façon il ne bouge pas. Si tu veux pas qu'il sorte des ergots. Et maintenant on va voir. Ouais, ça va y aller. Ça va y aller chaud, hein. On n'est pas 100% face. Hein. Ouais. Il va falloir presser un peu dessus. Tu vois, des fois comme ça, la différence justement quand ce sont des copies des autres fabrications, c'est que justement il te manque il y a des défauts d'ajustage comme ça parfois. Ouais. Tu vois, c'est pas en face. Je sais pas si tu verras la caméra, mais on part quand même pas mal vers le haut avec la pièce. Celle-là, elle est un tout petit peu plus petite en diamètre. On va plutôt utiliser cet axe-là avec la pièce Rowan. Donc on va faire l'inverse. Donc dans les deux cas, on a un circlips dessus.
Là aussi on a une différence, là c'est emmanché par le devant, t'as vu? Sur le HPI, sur le Rowan c'est emmanché par l'arrière. Donc ça c'est celui que je veux garder. Hé, tu vois, regarde. Si on le met côte à côte, on n'est pas au même endroit avec les pièces. Et en haut, regarde aussi, au niveau de l'usinage, on a un petit écart là-haut. Et le filet est un peu plus long sur le Rowan. Tu vois ici, regarde, on est un ras. Donc ça c'est le HPI, ça c'est le Rowan. Regarde, c'est ce petit morceau qui nous manque pour mettre l'axe. Ça veut dire que soit tu prends avec le slipper Rowan, soit eh ben, tu ajustes le tout, c'est ce qu'on va faire. Donc je vous montrerai le tout assemblé, si ça marche ou pas. Vous me connaissez, si ça foire, on aura les images. Je vais tout mettre en pièces, je vais choisir les pièces que je veux prendre. On va monter tout ça, on va caler. Les rondelles, ici, servent à limiter le jeu axial. Les pignons sont assez larges, donc ils sont toujours en contact, mais le jeu axial, évidemment, va provoquer des petits soucis mécaniques avec le temps. Pas forcément super violent, mais ça permettra peut-être au roulement de sortir de son logement, de bouger, d'usiner la pièce ou autre. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien calé. Il ne faut pas le monter serré, parce que s'il y a de la pression, ça fait l'inverse. Ça va échauffer les pièces en température. Il faut un mini-jeu, mais il faut un petit jeu. Donc moi je vais me mettre au boulot, et on se verra avec l'engin. Donc remonter, je vais mettre, je pense, à l'avant, ouais, 150 000 CST. Au centre, on va mettre... on va faire le million. Avant de passer à 20 millions, on va mettre 1 million dedans. À l'arrière, on va laisser tout corps de la bonne motricité, mais pas trop. Je ne veux pas mettre trop fin non plus, puisque l'engin, c'est comme le Hautbois Hyper MT Sport et les Sport Plus. L'angle de braquage n'est pas comme sur le Sen. Le Sen, il a un angle de braquage de malade, il se tourne super bien. Celui-là, il tourne un peu moins bien. Après, c'est prévu, c'est des monsters avec essieu rigide au centre. À la base, tous ces engins sont prévus pour rouler dans le sable, la terre, donc où ça glisse et là où ça a moins d'importance. Moi, ici spécifiquement, je roule énormément sur l'herbe, donc je vais faire des réglages en conséquence. On va mettre de la 50 000 CST à l'arrière, ensuite on verra le comportement, ça suffit ou pas. On augmentera peut-être l'arrière, on fera peut-être comme sur le MT2, c'est-à-dire 150 000, 1 million et 300 000 à l'arrière pour drifter suffisamment de l'arrière. Donc un engin relativement raide à tous les étages, contrairement à un engin qui arrive donc un essieu rigide au centre et un diff avant-arrière complètement détendu. Voilà. Après, pour faire des sauts, c'est pas forcément plus mal que tout soit détendu. C'est vrai que même le diff central, c'est détendu, genre tu avises, tu arrives tranquillement sur ton saut à bonne vitesse, et après en l'air, tu peux mettre ton coup de gaz pour faire ballonner tes roues, n'importe plus ou moins devant ou derrière. Si on fait que des sauts, ça pose pas de problème, mais moi, vous savez, j'aime bien un engin polyvalent. Et évidemment, on veut qu'il passe partout aussi où passent tous les autres. Donc la forêt, là, ça glisse, mais il faut de la maniabilité entre les arbres. Et on t'a pas dit de te mettre en route. Et sur l'herbe, évidemment, il faut qu'on ait suffisamment de direction. L'autre truc aussi, c'est qu'avec un essieu central rigide, sur l'herbe, là où ça grippe beaucoup, tu as l'avant qui monte très vite, donc tu perds la direction. Donc quand tu veux réaccélérer sortie de virage, tu vas faire une grande boucle. C'est la raison pour laquelle aussi j'aime bien avoir un diff central. Ça peut pallier un peu à ça et faire de tout avec mon engin. Parce qu'on lui enfilera les pneus pistes, des mini picots, des crampons, on va le retester. À l'époque, c'est vrai qu'on avait tout fait avec, mais j'avais pas encore la chaîne. Donc j'aimerais, on va faire la même chose avec, et j'espère surtout que
On a minimum la même solidité, et ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils ont amélioré les plastiques, qu'on ne soit pas obligé de passer sur tout le tralala RPM et fusée Chapal. Salut les gars. Évidemment, tous ceux qui ont les Savage, les fans de Savage, sont bienvenus. N'arrivez juste pas comme des enclumes en râlant. Expliquez-nous ce qu'il en est. Hein? Salut les gars.